Donc, je vais maintenant demander à Nicolas Giraud, CER France, et à Maxime Miguel de me rejoindre. Donc, ils vont vous présenter les résultats CRE. Et je vous rappelle à tous, j'allais dire, d'utiliser, que vous avez la possibilité d'utiliser le chat qui est sur la droite de votre écran, soit il est carrément apparu en clair et vous n'avez rien à faire si ce n'est de saisir vos questions, suggestions, n'hésitez pas, c'est l'intérêt de faire interactif ce matin. Ou alors, si le chat n'est pas apparu complètement en clair sur votre écran, vous avez en haut à droite de votre écran deux petites bulles et il faut cliquer sur ces deux petites bulles pour discuter avec la salle. Voilà, écoutez, je passe la parole tout de suite à Maxime. Alors, pour cette présentation sur la CRE, nous allons procéder en deux grandes étapes. Tout d'abord, Monsieur Giraud va vous présenter les… Excusez-moi, j'ai oublié un masque. Monsieur Giraud va vous présenter quelques chiffres de gestion pour recontextualiser un peu ce qui se passe dans la CRE aujourd'hui. Et ensuite, on enchaînera avec les principales conclusions du projet. Donc, on va parler dans l'ordre de stratégie de commercialisation, de stratégie d'achat et de renouvellement du matériel, de gestion des systèmes de culture et enfin d'externalisation des activités. Voilà, je passe la parole à M. Giraud pour la partie sur les chiffres de gestion. Voilà, bonjour à tous. Donc, on va commencer par ce que disent les chiffres. Eh bien, en fait, pour recadrer le débat, je vais vous proposer simplement trois chiffres. Vous montrer, quand on parle de premier quintile, on va dire les plus efficients, et de dernier quintile, l'écart qu'on peut trouver sur une année, peu importe quelle année. Donc, quand on parle de revenus, de résultats disponibles, on va appeler ça, c'est de la trésorerie nette d'annuité. Donc, ce qui reste pour assurer le quotidien à la maison, pour l'autofinancement sur la ferme, pour capitaliser à titre personnel. Donc, si vous voyez, par exemple, sur mon petit tableau, prenez l'année 2019, l'ensemble de l'échantillon, on avait 21 000 € de disponibles par exploitant, par UTH. Le premier quintile, les champions de l'EBE par hectare ou les champions du résultat courant par hectare étaient à 42 000 €, alors que le dernier quintile était à moins 10, 11, 12, 13 000 €. Donc, les excédents de l'année n'avaient même pas suffi à faire face aux annuités. Donc, vous voyez la différence entre les extrêmes, 50 000 €. Donc, je vous laisse imaginer sur plusieurs années, en cumulé, l'écart de capacité à rémunérer le travail, de situation financière qui en découle. Donc, voilà, ça c'était pour cadrer le débat. Maintenant, d'où viennent les écarts? En fait, ce n'est pas les exploitants les plus économes qui font la course en tête. L'écart, il vient de la productivité des hectares. Prenez la première ligne, les produits par hectare de culture. Donc, on est à 1 300, 1 400 € de recettes. Donc, ça, c'est les tonnes, les quintaux fois le prix. Les champions de l'EBE sont à 1 600, alors que le dernier quintile est à 1 100 €. Et on a 3, 4, 500 € hectare de différence. Donc ça, en fait, c'est 5, 6, 7 quintaux de différence de rendement en céréales et 3 à 5 tonnes en betterave. Et c'est aussi un assolement légèrement différent. Les plus performants sont à 18% de betterave dans l'assolement, l'échantillon moyen à 13%, et le quintile de queue en dessous de 10%. Par contre, si vous regardez la ligne du milieu, la ligne des semences engrais phytosanitaires à l'hectare, entre les quintiles supérieurs et l'échantillon moyen, ou même avec le dernier quintile, on tourne autour de 500, 520 € et il n'y a pas de différence. Surtout si on considère que les premiers quintiles ont plus de betteraves et une culture plus coûteuse. Donc voilà, c'est bien la recette hectare qui fait la différence. Autre élément, la mécanisation, qui est aussi le deuxième gros poste. Donc là, on l'a trié par tranche de niveau de mécanisation, sachant qu'entre les extrêmes, dans l'échantillon, on va de 250 € hectare pour les moins coûteux, jusqu'à plus de 700 pour les plus coûteux. Donc, et l'écart, vous voyez, c'est la source d'écart, c'est la petite barre jaune orange à droite, c'est le montant des amortissements.
et un petit peu aussi le crédit bail. Donc, en clair, les écarts se font sur le niveau d'investissement. Vous prenez les petits postes, par exemple le carburant, qu'on soit à 300 € ou à 600 € de mécanisation hectare, en carburant, on est toujours autour de 50 € d'hectare. Le poste entretien aussi, ça peut paraître surprenant, n'est pas très différent. On pourrait penser que ceux qui ont des très gros niveaux d'amortissement, donc du matériel récent et moins d'entretien, eh bien non. Donc c'est bien les choix d'investissement qui font la différence. On pourrait aussi penser que les gros coûts d'équipement brassent beaucoup plus d'hectares par unité de manœuvre. Eh bien, regardez la petite ligne au bas, les hectares par UTH, on est autour de 100 hectares par UTH, qu'on soit à 500 € ou à 300 € de mécanisation. Par contre, il faut noter aussi la surface en betterave, j'allais dire, est liée au coût de mécanisation. Regardez les 6 petits points en haut des graphiques, c'est le pourcentage de betterave, eh bien, il monte avec le coût de mécanisation. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le niveau d'équipement. Donc, ça, et clairement, on voit apparaître finalement 3 stratégies pour arriver à un même revenu disponible. Vous pouvez regarder le dernier chiffre en bas du tableau, même s'il est un peu compact, le disponible par UTH familial. Vous voyez que chez les quintiles plus, on est 61, 58 000, enfin on est autour de 60 000 €. Mais en fait, on l'obtient avec 3 façons différentes. Il y a les maximiseurs du produit, ça c'est les champions de l'EBE hectare, avec un gros produit hectare, un niveau de charge correct, un bon niveau de marge et un niveau de mécanisation, c'est les plus élevés en coût de mécanisation et en annuité. Ce qui fait qu'on arrive à 60 000 € disponibles. Après, on va trouver les champions de l'EBE hectare, eux, c'est plutôt des optimiseurs de la charge investie. Donc, tirer un maximum d'1 € d'appro investi. Donc, qui sont aussi quand même productifs, mais avec un peu moins de charge, un peu moins de mécanisation, un peu moins d'annuité, et qui arrivent toujours à 60 000 de disponibles. Et puis, la troisième stratégie qu'on voit, c'est je les appelais les économes. Donc, c'est les champions du revenu hectare, qui sont quand même productifs, qui sont bons techniquement, mais avec beaucoup moins de mécanisation et moins d'annuité. Donc voilà ce que disent les chiffres. Après, au niveau de l'enquête, donc on a aussi analysé les exploitations sous l'angle du positionnement des exploitants par rapport à leur méthode de commercialisation. Et là, on voit clairement apparaître une chose, c'est que les exploitants du premier quintile, regardez les deux petits ronds bas, pratiquent beaucoup plus le cours du jour. Il y en a 58% qui vendent au cours du jour et seulement 20% qui sont basés sur le prix moyen. Alors que le dernier quintile ont des pratiques différentes. La moitié ont des pratiques mixtes, cours du jour, cours moyen, et seulement 10% pratiquent le cours moyen. Donc ça, c'est le premier renseignement. Et les exploitants, au cours de l'enquête, ont aussi dit 2 choses qui sont beaucoup revenues. C'est que pour l'avenir, ils souhaitaient s'impliquer davantage dans la maîtrise de la commercialisation de leur récolte. Et parfois, il y a eu des remarques ou des déceptions sur le prix moyen. Donc, par contre, il ne faut pas oublier que avoir une stratégie gagnante sur la commercialisation, ça va impliquer de prendre en main plusieurs choses. De prendre en main les outils de marché, de les maîtriser, les outils de sécurisation des prix aussi, parce qu'on ne joue pas au poker, et puis d'avoir en vue quand même l'aspect économique, le coût du stockage. Donc voilà, et un autre point où on a dans l'enquête, c'était la vision par rapport des exploitants par rapport à leur méthode de renouvellement de matériel. Donc là aussi, on voit entre les premiers quintiles et les derniers quintiles clairement 2 méthodes. Les premiers quintiles les plus performants parlent beaucoup on achète selon les opportunités, et le dernier quintile, plutôt une stratégie basée sur l'occasion. Alors, si vous vous rappelez ma première diapo avec les écarts de revenus disponibles, vous comprenez aisément pourquoi. Après, le premier quintile, selon les opportunités. Donc, évidemment, la question, qu'est-ce que vous entendez par selon les opportunités? Eh bien, les réponses, ça a été
de se dire, bah, c'est fonction de... On commence par réfléchir à techniquement ce qui va nous convenir le mieux. On vérifie que ça sera dans nos objectifs de coût hectare ou à l'heure, et puis de tenir voilà, les travaux comme on veut les faire. Et ensuite, on prend le temps de trouver le matériel qu'il nous faut. On ne gère pas en fonction de l'argent qu'il y a sur le compte en banque ou en catastrophe quand on est en panne. C'est ça, en fait, c'est de l'anticipation. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis, ben, je vais passer la main à Maxime pour la suite de l'enquête. Alors pour la suite, on va aborder une partie un peu plus agronomique et technique, hein. On va d'abord parler de la gestion des systèmes de culture et plus particulièrement de la diversité des assolements. Alors pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, l'assolement classique de Champagne-Crieuse, on sait que c'est plus ou moins blé, orge, colza, betterave et légumineuses, typiquement la luzerne dans la craie. Or, le colza, la betterave et la luzerne, aujourd'hui, sont soumis à des problèmes de changement climatique et de maîtrise des bioagresseurs. Donc, les agriculteurs ont tendance de plus en plus à délaisser ces cultures-là et on assiste à une simplification des assolements qui deviennent blé, orge et en général une ou éventuellement deux cultures pour essayer d'avoir un minimum de rotation. Or, cette simplification des assolements, elle est vraiment dommage parce que les enquêtes montrent bien que ce sont les agriculteurs du premier quintile, ceux qui ont les meilleurs revenus, qui ont les assolements les plus diversifiés. Alors pourquoi ce lien entre résultats économiques et assolements diversifiés? C'est tout simplement parce que quand on a plus de culture dans cet assolement, eh bien, ça permet de profiter de différents avantages. Il y a des avantages environnementaux, puisque si on a plus de culture, ça permet d'allonger les rotations, ça gêne la prolifération des bioagresseurs, et donc derrière, normalement, il y a besoin d'un peu moins de phyto pour traiter. Ensuite, il y a des avantages agronomiques par rapport à certaines cultures, par exemple la betterave qui va aider à mieux structurer le sol, ou la luzerne qui permet d'incorporer de l'azote aérien dans le sol. Donc finalement, quand on se passe de ces cultures-là, on se passe aussi de ces avantages agronomiques. Et enfin, il y a des avantages économiques, puisque quand on a plus de culture dans son assolement, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, évidemment. Hein. Il vaut mieux avoir une culture qui est perdue sur 7 qu'une culture sur 3 ou 4. Et en plus, quand on a un assolement plus diversifié, parfois ça peut permettre de cultiver des variétés, des espèces végétales plus originales, et donc de se placer sur des marchés, de nouveaux marchés intéressants avec de nouveaux débouchés. En plus, c'est vraiment problématique d'avoir une simplification des assolements dans la Champagne-Crieuse, puisqu'on sait que le type de sol est adapté à un panel de culture un peu plus large que dans d'autres secteurs. Et donc, nous, pour remédier à ce problème, déjà, on peut essayer de vous rediriger vers les personnes et les formations qui vous permettront on va dire de créer ou de maintenir des assolements diversifiés sur votre exploitation. Et déjà, dans la suite de la présentation, vous aurez des éléments de réponse par rapport à la betterave et à la luzerne avec les groupes dédiés, les groupes thématiques dédiés. Alors, toujours dans les systèmes de culture, cette fois-ci, c'est au niveau des pratiques agronomiques. On va s'intéresser avec deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est le travail du sol. Alors là, on a demandé aux agriculteurs des quintiles extrêmes, on va dire, donc Q1 et Q5, quelles étaient leurs pratiques de travail du sol. Chez les Q5, on s'aperçoit que les stratégies qui reviennent le plus souvent, ce sont le labour systématique et le non-labour. Alors, on sait que ces deux techniques, ces deux pratiques-là, elles peuvent fonctionner chez certains agriculteurs, on ne remet pas ça en cause, mais on sait aussi que chez d'autres, le labour systématique peut entraîner un problème d'érosion de la qualité des sols, dégradation de la qualité des sols, et le non-labour, lui, peut entraîner un problème de propreté des parcelles. À l'inverse, les Q1, eux, affirment adapter, raisonner leurs travaux du sol en fonction des conditions climatiques, en fonction du type de culture, et ils se reposent la question chaque année, est-ce que je dois labourer à tel moment pour telle culture? Et finalement, ça leur permet de profiter des avantages du labour systématique et du non-labour sans forcément en avoir les inconvénients. Donc autrement dit, la conclusion ici par rapport au travail du sol, c'est qu'il faut mieux raisonner ces pratiques de travail du sol en fonction des conditions. Donc ça permet de conserver des rendements corrects sans trop altérer ses parcelles sur le long terme. Deuxième sous-thème par rapport aux pratiques agronomiques, ce sont les apports d'intrants. Alors ici, on parle de fertilisants et de produits phytosanitaires. Hein. Donc pareil, que font les Q1, que font les Q5. Chez les Q5, il n'y a pas vraiment de stratégie particulière qui se démarque. Hein. On a à peu près un tiers des agriculteurs qui fonctionnent à l'économie, donc en essayant de mettre le moins d'intrants possible. Un tiers qui fonctionne avec des apports poussés, donc en essayant d'aller chercher les derniers quintaux de leur culture, et un tiers encore qui fonctionne de manière raisonnée, donc à peu près entre les deux stratégies, donc un tiers, on peut pas vraiment conclure là-dessus.
Par contre, si on regarde ce que font les Q1, cette fois-ci, on voit bien que 60% d'entre eux font des apports raisonnés et 30% préfèrent faire des apports plus conséquents. Donc la conclusion ici, c'est qu'il vaut mieux essayer d'avoir une meilleure valorisation de ces intrants à l'hectare. Autrement dit, il vaut mieux essayer de valoriser chaque euro qu'on investit à l'hectare, et ça fait référence au chiffre que M. Giraud vous a présenté il y a quelques instants par rapport à la productivité. C'est-à-dire la conclusion, c'est en termes d'apport d'intrants, avoir des pratiques extrêmes de réduction d'intrants, ça ne semble pas être la meilleure stratégie aujourd'hui. Enfin, dernier sujet abordé pour la partie CRE, c'est l'externalisation des activités. Ou autrement dit, quelles sont les activités qui sont faites en prestation sur les exploitations des agriculteurs. Alors ici, on a fusionné les chiffres CRE et BRI pour plus de significativité, et on a identifié deux grandes catégories d'activités externalisées, à savoir d'une part les activités qui demandent du matériel dédié, par exemple la récolte de betteraves ou l'épandage de certaines matières fertilisantes. Et là, l'argument invoqué par les agriculteurs pour justement externaliser ces activités, c'est on veut éviter d'investir dans du matériel spécifique qu'on n'utiliserait qu'une ou deux fois dans l'année, ce ne serait pas compétitif. Deuxième grande catégorie d'activités externalisées, ce sont celles qui sont plus communes ou qui ne demandent pas de matériel vraiment particulier, on va dire plus communes pour une exploitation classique. Par exemple, la récolte de céréales, la récolte de colza ou l'application de produits phytosanitaires. Donc pour ces activités-là, l'argument invoqué justement pour les externaliser, c'est je veux essayer de gagner du temps en faisant appel à un prestataire et je vais essayer de valoriser ce temps-là ailleurs, sur mon exploitation. Alors justement, valoriser son temps ailleurs ou ne pas investir dans du matériel qui est trop spécifique parce que ce ne serait pas compétitif, ce sont des arguments qui sont valables aujourd'hui, qui sont logiques pour faire appel à un prestataire. Il y en a d'autres, par exemple, j'essaye une nouvelle activité et je veux limiter le risque. Donc, je fais appel à un prestataire, comme ça, je peux normalement arrêter un peu plus rapidement et facilement si jamais ça se passe mal. Et voilà, donc, par contre, on remarque quand même une différence par rapport aux stratégies des Q1 et des Q5 sur cette diapositive. C'est que pour les activités qui demandent du matériel dédié, on a à peu près autant de Q1 que de Q5 qui font appel à des prestataires pour ces activités-là. Donc, ce n'est pas vraiment des activités qui ont l'air de creuser les écarts entre agriculteurs ou qui impactent négativement la trésorerie. À l'inverse, à droite, on remarque quand même que les activités qui, elles, demandent du matériel, qui ne demandent pas de matériel vraiment spécifique, sont faites en prestation. On fait appel à des prestataires plus souvent chez les Q5 que chez les Q1 pour ces activités-là. Donc, finalement, même si le but, c'est de gagner du temps pour le valoriser ailleurs et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans le monde agricole, on tient quand même à rappeler que lorsque ce genre d'activité-là a tendance à se multiplier et se superposer pour une même exploitation, ça peut avoir un impact négatif sur la trésorerie et donc il faut que chaque agriculteur se pose les questions de savoir est-ce que j'externalise mon activité pour une bonne raison et est-ce que je peux reprendre la main dessus. Alors, pour conclure, quelques pistes de réflexion par rapport à la CRE. Déjà, les sujets qu'on a abordés nous permettent de voir qu'il y a une différence entre les agriculteurs qui ont les meilleurs résultats économiques et ceux qui ont les moins bons résultats économiques. Parce que chez les Q1, les agriculteurs, on voit qu'ils ont plutôt tendance à mieux s'approprier la gestion et le risque de certains sujets, certains domaines de leur exploitation. Et à l'inverse, les Q5, eux, ont tendance à déléguer cette gestion et ce risque pour certains sujets, pour ces mêmes sujets. Alors, des fois, c'est par manque de temps, des fois, c'est par manque de moyens humains, financiers, techniques. Des fois, c'est tout simplement par manque d'envie. Par exemple, certains agriculteurs qui n'ont pas fonctionné en suivant une réglementation environnementale vont avoir plus de mal à l'appliquer s'ils sont proches de la retraite aujourd'hui et qu'ils n'ont pas fonctionné avec avant. Donc ça peut se comprendre aussi. Et même si on n'a pas abordé tous les sujets des enquêtes dosées dans cette présentation, par souci de temps, on vous invite vraiment à suivre justement les suites du projet pour qu'on puisse aborder ces sujets-là et puis aussi approfondir ce qu'on vient de vous présenter. Et en termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on invite vraiment les Q5 à se diriger vers la stratégie ou la manière de fonctionner des Q1, c'est-à-dire essayer de retrouver plus de maîtrise sur leur exploitation. Alors nous, on a identifié 4 grands axes sur lesquels il faudrait retrouver plus de maîtrise. Il y a la valorisation du produit, les pratiques agronomiques, les investissements matériels, entre autres, et la gestion de la main-d'œuvre. Autant on pouvait se permettre de ne pas forcément maîtriser tous ces axes-là il y a quelques années pour être compétitif, autant aujourd'hui, il vaut mieux en maîtriser 2, voire 3, et peut-être que dans quelques années, il faudra tous les maîtriser. Chaque exploitant devra tous les maîtriser pour rester compétitif.
Après, aujourd'hui, on vous présente des conclusions qui sont présentées comme vraies pour votre secteur, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément vraies pour vous. Chaque agriculteur est différent. Et sur un même secteur, on sait qu'il faut fonctionner au cas par cas aussi. Donc, plutôt que de suivre une stratégie soi-disant gagnante partout, on préfère que chaque agriculteur se pose différentes questions par rapport à ses pratiques et à son exploitation. Donc, voilà, quelques exemples de questions ici. Quel sujet, sur quels aspects de mon exploitation je pourrais être plus performant? Quels sont les problèmes de mon exploitation? Comment je peux les identifier et les résoudre? Ou encore, quelles sont les alternatives à ma manière de fonctionner actuellement? Est-ce que je fonctionne de manière optimale? Si oui, je continue comme ça. Sinon, j'essaye de trouver une autre méthode. Donc, notre but en tant que porteur du projet, ça va être justement de vous aider à répondre à ces questions, de vous guider sur les sujets sur lesquels vous souhaitez vous positionner aujourd'hui. Comme ça, on pourra vous aider à structurer des plans d'action pour la suite. Donc déjà, pour ça, on peut vous orienter vers les personnes et les outils qui sont actuellement à votre disposition pour optimiser la gestion de votre exploitation et dont tous les agriculteurs n'ont pas forcément connaissance ou conscience aujourd'hui, hein, par exemple pour la fertilisation azotée, pour trouver de la main-d'œuvre. Il y a des choses qui existent, mais tout le monde ne les utilise pas forcément, ne les connaît pas forcément. Et enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes qui n'ont pas encore de solution, des questions qui n'ont pas encore de réponse. Donc, comme l'a dit Jean-Michel dans l'introduction, ça va être aussi à nous de construire des accompagnements pour vous aider au mieux à trouver ces solutions, à répondre à ces questions, pour vous apporter justement de la performance et de la résilience à votre exploitation. Donc voilà, on a terminé pour cette présentation sur la craie, que je vous remercie. Et puis, on va pouvoir enchaîner avec la phase de questions dans le chat de la web conférence, il y en a déjà. Les questions. Je sais pas si vous avez relevé. Oui, bon, écoutez, merci Maxime. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première présentation très, très rapide, hein, sachant qu'effectivement, en 20 minutes, hein, on est allé à l'essentiel de la présentation de la synthèse des questionnaires qui ont été, enfin des auditions qui ont été faites auprès des agriculteurs. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, voire des points, des suggestions aussi, hein, possiblement. S'il n'y en a pas, moi j'en aurais une. J'ai le sentiment par rapport à Osée Barrois que voilà, on était les quintiles gagnants étaient, j'allais dire, avaient l'obligation hein, d'être bien positionnés sur les 3 axes stratégiques pour être dans les premiers quintiles. Et s'il manquait un ou à plus forte raison 2 ou 3 trois axes sur lesquels les agriculteurs étaient moins performants, ben, évidemment, ils n'accédaient pas au premier quintile. J'ai l'impression que tout ça est directement lié au niveau de résultats d'exploitation. Quand on est à 50 € de l'hectare, ben, les degrés de liberté ou les degrés d'erreur en termes de pilotage de stratégie d'entreprise, les marges possibles d'erreur sont beaucoup plus réduites. Est-ce que j'allais dire, le différentiel entre la craie et le barrois est surtout lié à ce delta de revenus moyens qui certes a baissé depuis 3 ou 4 ans, mais reste encore à un niveau supérieur au barrois. Et qu'est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir si ça devait continuer de baisser? Je ne sais pas, est-ce que M. Giraud, vous pourriez répondre à la question? Oui, il faut avoir en tête que ça a été dit tout à l'heure. Par exemple, pour la betterave est devenue une culture comme les autres aujourd'hui, soumise aux aléas climatiques, aux aléas de prix. Donc, il faut continuer à travailler sur le premier levier. Je pense qu'il est apparu dans mon petit tableau de chiffres tout à l'heure. Le premier levier, c'est la technicité. Ensuite, il y a quelque chose qui a été moins net et qui apparaît dans mes 3 stratégies, les optimiseurs du produit, les optimiseurs de la charge. En fait, en barrois, les stratégies étaient beaucoup plus claires et les écarts beaucoup plus importants, mais on avait commencé à travailler sur 2015-2016, donc l'avant 2016, rappelez-vous 2016.
Et en fait, on aurait fait la même chose sur ces années-là sur la craie. On aurait vu beaucoup plus gros écarts sur les coûts de mécanisation entre les optimiseurs du produit, mes champions de BE, qui sont très productifs, mais avec beaucoup de charges, un gros coût de mécanisation, et les économes avec moins de coûts de mécanisation. On aurait constaté que les gros coûts de mécanisation, finalement, après 2016, ont serré les boulons, ont levé le pied sur les investissements. Donc, on diminuait petit à petit en 2019, en 2020, leur coût d'équipement, le montant des amortissements a baissé, alors que les champions du revenu, qui étaient beaucoup plus bas, on avait moins sous le pied pour baisser. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Une autre question sur est-ce que nous avons regardé, est-ce que nous sommes interrogés des impacts de la future PAC sur les résultats attendus en Champagne-Crayeuse? Non, on n'a pas travaillé. Une autre. Tu en donnes la parole. On peut toujours anticiper une diminution des aides. Bon, c'est encore délicat de caler strictement le montant futur des aides, mais le jeu de la convergence a plutôt orienté à 85% de la référence nationale, enfin passer de 70% à 85% de la référence nationale, fait que sur la zone Champagne-Crayeuse où l'historique DPB ou l'historique était plus élevé que dans d'autres zones, il y aura encore quelques euros qui vont partir. Donc, voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Après, l'accès aux éco-régimes, aux mesures environnementales, va être un gros sujet qu'il va falloir travailler. Tout le monde, la question, ça sera est-ce que je peux y accéder ou est-ce que je veux aussi y accéder? Oui, donc si, comme tu le dis, il y a encore quelques euros qui disparaissent, ça va encore d'autant plus renforcer la nécessité de vraiment s'approprier la maîtrise des axes que nous avons identifiés. Une question complémentaire sur le chat, c'est est-ce que les aides PAC justement sont comprises dans les résultats que vous avez fournis là? Oui, bien évidemment. Les aides PAC sont inclus dans les travaux qui ont été conduits. Je crois qu'il y avait aussi une question autour de la mutualisation du matériel. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements, je vais passer la parole à Maxime, des enseignements des auditions qui ont été réalisées sur les aspects de la mutualisation du matériel? Alors, pour la mutualisation du matériel, justement, c'était un peu difficile pour les enquêtes parce que voilà, quand il y a l'histoire d'externalisation des activités, il y a certaines personnes qui vont confier leur école de betterave ou une autre activité à l'ACUMA dont ils font partie. Donc voilà, c'était assez délicat de considérer telle ou telle activité comme externalisée ou non. On a quand même réussi à s'en sortir. Hein. Après, même si on n'est pas allé plus en profondeur sur ce sujet-là de la collectivité, la mutualisation du matériel, c'est un sujet qui a été évoqué quand même par pas mal d'agriculteurs pendant les audits, parce qu'il y a un problème, une problématique sous-jacente dans le milieu agricole apparemment aujourd'hui, il y a plusieurs agriculteurs qui se sont plaints entre guillemets de l'individualisme qui a l'air de naître un peu par rapport justement au travail collectif, à la mutualisation du matériel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voudraient travailler avec d'autres personnes en commun, qui voudraient mettre du matériel en commun, mais qui ne trouvent personne. Et donc voilà. Mais d'un autre côté aussi, voilà, je dis, il y a des agriculteurs qui trouvent que quand ils travaillent en commun avec d'autres personnes, ils doivent faire tout le travail, ou voilà, les tâches sont mal réparties. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à ce sujet-là, la mutualisation des activités du matériel, c'est vraiment peut-être un travail de communication qu'il y a à faire entre agriculteurs pour essayer de ressouder un peu tout le monde et permettre voilà, justement à tous les exploitants d'essayer d'optimiser au mieux leur travail et leur charge. Donc une autre question, autour de l'influence de la taille de l'exploitation sur les résultats obtenus? Pour compléter cette même chose, on a aussi la question autour de l'orge de printemps, parce que la proportion d'orge de printemps est aussi un facteur discriminant dans les résultats. Question complète. Alors, je vais commencer par la dernière, parce que je vais me rappeler. Sur l'orge de printemps, sur la composition des assolements, le discriminant net, c'était la surface en betterave. Après, la proportion de blé, par exemple, est à peu près la même dans les premiers quintiles que les derniers quintiles.
La part d'orge de printemps, non, c'est pas, il n'y a rien de significatif là-dessus. Non, on y voit seulement, c'est la proportion de betteraves de gros éléments qui ressort. Ensuite, sur la taille, il y a une question sur la taille des exploitations. Donc, moi, je la traduis. Est-ce que plus on est gros, plus on a un gros revenu? En fait, oui et non. Si les chiffres que je vous ai montrés, par exemple, les champions de l'EBE hectare, dans le quintile des champions de l'EBE hectare ou du résultat courant hectare, c'était la même chose. Il n'y a pas de, c'est pas les plus grosses tailles d'exploitation. Il n'y a pas spécialement de lien. Après, on a fait aussi une analyse, on l'a poussé sur l'analyse des champions de l'EBE ou de revenus par unité de main-d'œuvre. Donc là, évidemment, quand on l'analyse sous l'angle du revenu par unité de main-d'œuvre, la surface, on voit des différences de surface. Mais non, on ne peut pas établir un lien, trier les exploitations sur leur surface et si on les posait sur un graphique, avoir une courbe de revenu qui soit ascendante avec la surface. C'est le déterminant, c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est clairement ici la technicité. J'allais dire l'art de sortir le maximum de produits avec une somme investie. Voilà, donc merci. Là aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à la surface, en résumé. Voilà, bah écoutez, je crois qu'il est 8h, il est 44, hein, donc il va bientôt être… Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sembleraient à prendre en compte? J'ai une question très technique sur la notion d'investissement et savoir comment avait été, des amortissements, comment étaient calculés les amortissements, c'est bien de distinguer les amortissements par rapport à l'installation, par rapport au matériel. Ouais. C'est me revoilà finalement. Les amortissements, donc c'est les amortissements comptables, donc pas d'amortissement dégressif, c'est l'amortissement économique. Donc quand on parle de coût de mécanisation, il y a c'est le matériel strict, il n'y a pas les installations de stockage, par exemple, du bâtiment. On va en reparler de ce sujet-là en bio, où c'est important, les installations. On va en reparler.